On s'est tous déjà posé la question. Comment se fait-il qu'on prenne parfois de si mauvaises décisions? Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en décortiquant les forces cachées qui guident nos choix. Alors, comment des personnes tout à fait intelligentes et sensées peuvent-elles prendre des décisions qui, avec le recul, semblent complètement désastreuses? Pour y voir plus clair, on va partir d'une histoire que beaucoup de monde connaît, celle de l'arnaqueur de Tinder. Tout commence sur une application de rencontre. Un homme, un certain Simon Leviev, se présente et pas n'importe comment. Il est riche, il est attentionné, il a l'air super crédible. La confiance se tisse petit à petit avec des échanges constants, très personnalisés, et bien sûr, les premiers rendez-vous sont spectaculaires. Il sort vraiment le grand jeu. Et puis, une fois que la relation est bien installée, que la confiance est là, arrive le fameux prétexte de l'urgence. Il invente un problème financier, un compte qui serait bloqué, une situation hyper pressante, et là, il demande une aide. Attention, pas une somme énorme au début, juste un petit coup de main ponctuel, présenté comme quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là que l'engrenage commence. Après un premier versement, un nouveau problème apparaît, puis encore un autre. Le piège, c'est que chaque demande, prise séparément, semble tout à fait raisonnable. On ne se dit pas « je suis en train de me faire arnaquer », mais plutôt « je continue d'aider quelqu'un de confiance ». C'est seulement à la toute fin, quand il disparaît, que la manipulation devient évidente. Alors, pour bien comprendre cet engrenage, il faut revenir à la base. Qu'est-ce qu'une décision au fond? Allez, on plonge dans le sujet. Pour ça, on peut s'appuyer sur le travail d'un théoricien, Jacques Mélèze. Dès 1979, il a mis le doigt sur un point essentiel. Il dit que décider, c'est faire un choix dans une situation d'information partielle. Et c'est vraiment ça la clé. On décide presque toujours sans avoir toutes les cartes en main. Bien sûr, toutes les décisions ne se valent pas. Et c'est là qu'un penseur très important du management, Igor Rontsov, nous aide à y voir clair. Il les classe en 3 grandes catégories. Tout en haut, il y a les décisions stratégiques, celles qui engagent le futur d'une entreprise, comme le virage de Meta vers l'intelligence artificielle. En dessous, on trouve les décisions tactiques, qui concernent l'organisation des moyens. Et enfin, les décisions opérationnelles, celles du quotidien. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, demandons-nous à quoi ressemblerait la décision parfaite. On va jeter un œil à la théorie qu'on appelle classique. Ce modèle idéal, c'est celui de la rationalité absolue. On imagine un décideur qui serait une sorte de super-ordinateur, il aurait accès à toutes les informations, il connaîtrait toutes les options possibles, et il aurait tout le temps du monde pour choisir la solution optimale. Bon, on se doute bien que dans la vraie vie, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et c'est justement là qu'intervient le grand Herbert Simon. Il nous propose un modèle bien plus réaliste, le modèle IMC. Pour lui, décider, c'est un processus en 3 étapes. D'abord, l'intelligence, on identifie le problème. Ensuite, la modélisation, on imagine des solutions. Et enfin, le choix, on sélectionne une option. C'est ici qu'Herbert Simon apporte son idée la plus révolutionnaire, la rationalité limitée. Il nous dit que dans la réalité, l'information est imparfaite, notre temps est limité et nos capacités cognitives aussi. Du coup, on ne cherche pas la solution optimale, la meilleure de toutes. Non, on cherche une solution satisfaisante, une solution qui est assez bonne. C'est ce qu'il a appelé le concept de satisfacing. Et là, on tient un premier élément de réponse capital pour l'histoire de l'arnaqueur de Tinder. Les décisions des victimes n'étaient pas irrationnelles. À chaque étape, avec les informations qu'elles avaient, des infos incomplètes et manipulées, elles ont pris une décision qui leur semblait satisfaisante. Mais attention, ça n'explique pas encore tout. Non, parce que l'information limitée, ce n'est qu'une partie du problème. L'autre partie, eh bien, c'est notre propre cerveau qui nous joue des tours. Et là, on est obligé de parler d'un autre géant, Daniel Kahneman. Ce qu'il a montré, c'est que pour décider vite, notre cerveau utilise des raccourcis mentaux. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. C'est souvent très utile, mais ça peut aussi complètement déformer notre perception de la réalité et nous amener à faire des erreurs. Prenons un exemple, l'effet de halo. C'est quand une première impression très positive sur quelqu'un crée une sorte de halo qui nous pousse à ignorer tous les signaux d'alarme qui pourraient venir après. Ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement le mécanisme à l'œuvre dans l'arnaque de Tinder. La première impression était tellement spectaculaire qu'elle a comme aveuglé les victimes. Et voilà, on a le tableau complet. C'est la combinaison des deux qui est explosive. D'un côté, la rationalité limitée de Simon, on décide avec des infos incomplètes. Et de l'autre, les biais cognitifs de Kahneman, notre cerveau nous trompe. C'est comme ça qu'une série de petites décisions, qui semblent juste sur le moment, peuvent mener à un désastre. Maintenant, changeons d'échelle. On a vu l'individu, mais que se passe-t-il au niveau de toute une organisation comme une entreprise? Pour ça, on a la théorie comportementale de la firme, développée par Sayert et March. Leur idée est simple mais très puissante. Une entreprise, ce n'est pas un bloc uni. C'est une coalition de groupes, le marketing, la finance, la production, qui ont des intérêts qui peuvent être concurrents.
Et ça change tout. Ça veut dire que les grandes décisions ne sont pas le fruit d'un calcul purement logique. Ce sont des compromis, le résultat de négociations politiques entre les différents services. Le but n'est pas de trouver la solution optimale, mais une solution satisfaisante qui maintient l'équilibre et la paix au sein de la coalition. En poussant cette idée à l'extrême, d'autres chercheurs, Cohen, March et Olsen, ont proposé une image très parlante, le modèle de la poubelle. Pour eux, certaines organisations fonctionnent comme un chaos où les décisions naissent d'une rencontre presque au hasard entre des problèmes qui cherchent des solutions qui cherchent des problèmes et des décideurs qui sont là au bon moment. Tout ça nous laisse avec une dernière réflexion. Si nos choix sont façonnés par des informations incomplètes, par les pièges de notre propre cerveau et par les jeux de pouvoir dans les organisations, quel contrôle a-t-on vraiment ? Et surtout, maintenant qu'on est conscient de tout ça, comment peut-on faire pour, malgré tout, prendre de meilleures décisions ?